Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique d'un film qui fera date dans l'histoire du cinéma d'animation, Le Prince d'Égypte, sorti en 1998, réalisé par 3 personnes, Brenda Chapman, que vous avez pu voir à la barre de Rebelle de Pixar, Steve Eisner, qui est un storyboarder, et Simon Wells, qui avait fait Balto. Je crois que ça s'appelle Le Chien Loup en sous-titre, il me semble. C'est un bon film d'animation traditionnel. Ici, c'est le premier dessin animé en animation traditionnelle 2D réalisé par DreamWorks. Bien sûr, je reviendrai sur DreamWorks et sa création, puisque ce film est un point de départ. C'est un film qui a un casting vocal assez impressionnant. Val Kilmer, Ralph Fiennes ou encore Sandra Bullock. C'est un film qui a coûté 70 millions de dollars, il en a rapporté 218 dans le monde, avec des retours spectateurs de l'époque assez enthousiastes en fait, et c'est très bien pour un film aussi ambitieux. Il dure 1h40, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h40 ? Eh bien, c'est directement inspiré de l'Ancien Testament, à savoir les aventures de Moïse, et la libération du peuple des Hébreux, et sa sortie d'Égypte, bien sûr coursée par Pharaon, enfin vous connaissez tout le tralala. Après 2 vidéos, je pense que vous avez compris le principe. Alors, le script de ce film, l'histoire, a été construite, a été écrite comme un film live, avec, encore une fois, de nombreux experts en religion pour obtenir un résultat fidèle au texte, respectueux de son essence. Oh bon, moi ça me fait bien rire parce que le film est quand même assez différent, enfin il me semble. Alors il y a eu plein d'anthropologues, d'historiens, d'archéologues qui ont été mis à contribution dans le but, entre autres, de donner aux personnages des caractéristiques physiques scientifiquement valides. Bon, vous savez, c'est presque cette technique de faire venir des spécialistes, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Car malgré cela, il y a eu des polémiques, comme à chaque fois, hein, bien sûr, on invite des spécialistes et tout ça, et pour au final aussi créer des séquences qui n'existent pas dans la Bible. Enfin bon, ça c'est du blablabla pour se donner bonne conscience. Ah mais nous on a eu des spécialistes, hein, c'était peut-être pas les bons, mais on en a eu. Voilà, des trucs comme ça, c'est un peu... Par exemple, la raison pour laquelle le nez du sphinx a été cassé, parce que Ramsès et Moïse faisaient un peu trop les foufous avec leur char, vous vous foutez de ma gueule, enfin voilà, des trucs comme ça. Alors que Disney a pris des libertés avec des récits comme ceux de Pocahontas ou la Fox avec Anastasia, hein. On ne peut pas réécrire l'Ancien Testament, c'est pas trop possible, hein, donc il y a quand même une trame qui suit, mais avec des à côté qui sont complètement hors de propos. Les extrémistes ne parleraient même pas de hors de propos, ils parleraient d'offense de l'histoire. C'est-à-dire que non seulement les détails de l'histoire ont changé, mais l'intérêt principal du film est différent, qui semble se concentrer davantage sur la relation entre les frères, alors qu'en réalité, enfin, leur réalité, bien entendu, ce serait l'histoire de l'Exode, du Seigneur qui établit une relation avec son peuple choisi. Mais il y a cette démarche de prévenir le spectateur avec un carton au début du film qui précise que l'histoire originale est dans le livre de l'Exode. C'est plutôt bien joué de leur part de le dire très clairement dès le début, et après si les gens ils viennent gueuler, ils ont un moyen de riposter. C'est vrai que c'est une précaution très bienvenue, même si c'est un peu bizarre dans un film d'animation de nous préciser dès le début, mais c'est bien, parce qu'après il y a plein de simplifications, il y a plein de petits problèmes. Par exemple, dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que Moïse ne tue pas l'Égyptien par accident, aux yeux de tous, mais il le tue intentionnellement, dans le secret. Dites-le moi hein, dans la Bible si c'est juste, mais c'est politiquement correct qu'il tue par accident, mais je crois bien que c'est bibliquement faux. Voilà, de même que pour moi, le buisson ardent, enfin moi je le vois, je l'ai toujours vu, on me l'a toujours enseigné que c'était en haut d'une montagne. Enfin, et en même temps c'est symbolique, le Moïse parcourt la montagne pour atteindre Dieu au sommet, au plus haut. Il n'est pas dans une cave. C'est vraiment écrit comme ça dans la Bible. Ceux qui ont lu la Bible, qui sont des super bibliques, hein, qui ont fait peut-être des études hein, de théologie, hein, peut-être, dites-le moi un petit peu par rapport à ces quelques points, à ces quelques scènes, s'il y a vraiment, si c'est vraiment très différent. Après, que ce soit différent ou non, ça reste agréable à regarder, bien entendu. Hein. Ça agacera un peu les athées par son sujet et la violence de l'histoire, et ça énervera ceux qui attendaient un contrepoison à Disney.
Mais Le Prince d'Égypte est, à mon avis, d'une certaine façon, un petit peu un fléau pour Disney et une libération pour les spectateurs. Le dessin animé prône la liberté individuelle et combat l'exploitation des titans. C'est ironique pour un studio hollywoodien. Il y a quand même des critiques qui ont qualifié ce film de propagande religieuse à l'américaine appuyée. Oh là là. La Bible, que je sache, n'a pas été faite par les Américains, donc il faut arrêter de déconner. Non mais ça c'est un truc aussi. Et encore une fois, où j'ai vu ça, chez les Français. Et voilà. Oh là là, mais franchement les critiques françaises, c'est vraiment les pires critiques du monde. Si je pouvais lire de l'allemand facilement, je crois que je verrais aussi les Allemands très très bien et tout ça. Mais dès qu'on arrive sur des critiques françaises, c'est ridicule. Mais c'est consternant, hein. C'est pas comme si le film avait eu que des critiques négatives en France, hein. Il a été interdit même ce film. Aux îles Maldives, par le Conseil suprême des affaires islamiques. Les affaires islamiques, moi ça me fait marrer. Le titre en fait du conseil, parce que Moïse en tant que messager de Dieu, et donc reconnu par l'islam, ne peut pas être représenté. C'est une figure qui ne peut pas être représentée en dessin à l'écran n'importe comment. C'est tout à fait normal. Et en Malaisie, ça a été interdit mais sans justification officielle. Bon, ok. Il a été accusé d'être une forme de catéchisme historiquement absurde par certains et accusé d'avoir au contraire pris des libertés par la Bible par d'autres. Ça a provoqué quelques remous, vous pouvez bien vous en douter. J'ai trouvé quelques billets d'humour assez désagréables sur le film, comme par hasard, c'est encore écrit par des Français, mais je pense honnêtement que cette histoire, elle a des milliers d'années et on continue à la raconter sous cette forme ou sous une autre, hein, et elle continue à avoir des résonances aujourd'hui. Je crois que ça ne doit plus vraiment exister aujourd'hui. Enfin, je veux dire, plus concrètement, je me pose la question, par quel biais, mis à part si on a vraiment un intérêt pour la Bible, on peut découvrir ces récits. Les parents peuvent le raconter à leurs enfants, en effet. C'est-à-dire la tour de Babel, Noé, Caïn et Abel, Samson. Moi, je me rappelle d'un film télé qui était formidable sur Samson. Mais autrement, comment peuvent-ils rencontrer ces grands récits? Moi, je me pose la question aujourd'hui, parce que je pense pas que maintenant, de catéchisme soit obligatoire, surtout que maintenant ça pose de plus en plus de problèmes avec d'autres religions qui sont, en collision, j'ai presque envie de dire. Donc ça pose des petits récits presque pour la culture religieuse générale. Moi, ça m'intéresserait. Les gens qui me suivent, qui sont assez jeunes, dites-moi si vous connaissez ces grands récits de la Bible, les récits très très connus, genre Babel, Noé, comme je le disais, par quel biais vous avez rencontré ces histoires? Par les biais de médias, de films, comme Le Prince d'Égypte, hein, typiquement, ou si vous l'avez appris à l'école, dans quel cadre à l'école vous l'avez appris? Parce que le catéchisme, ça me semble assez spécifique, mais je crois pas que ce soit de base dans le programme pour les petites classes, par exemple. Moi, je me pose vraiment des questions, hein. Parce que, non, en fait, ce qui me fait peur, j'ai l'impression que peut-être dans quelques générations plus loin, les récits bibliques ne seront plus aussi évidents et ne seront plus aussi ancrés dans la culture populaire qu'auparavant. Quelle est votre rencontre avec les grands récits de la Bible et dans quel cadre? Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Moi, ça me questionne. Je veux dire, comment on fait connaître la Bible aux enfants? C'est une grande question aujourd'hui, hein, parce que moi, j'ai connu les cours dans les toutes petites classes où on nous racontait les récits de la Bible. Ceci amène aussi à une autre piste. S'il n'y a plus d'études de la Bible ou même de raconter des histoires dans les petites classes à l'école ou que les parents ne le fassent pas, eh bien la connaissance de l'Exode ne sera basée uniquement et éventuellement que sur les films comme celui-ci. Et ça, c'est moche. Parce que ce film-là, je pense qu'il fait beaucoup d'entorses au récit original de la Bible, de l'écrit. Et un enfant ne tient pas compte du carton au début. Moi, j'ai été gamin, hein, je le sais bien, moi je l'ai pas vu le carton, hein, il était là mais je l'ai pas vu. J'étais beaucoup plus sensible à la voix off. Si la voix off me le disait, je l'aurais mieux assimilé. Mais là, c'était un carton, moi je voulais que les images elles s'animent. Moi, le carton, j'en avais rien à foutre. Hein. Mais c'est un carton nécessaire pour un récit qui est quand même ambitieux, qui doit tenir en 1h40, c'est pas facile, mais c'est aussi un récit. Maintenant, je passe un peu du coq à l'âne, mais un récit vachement intéressant par rapport à Disney. Parce que Disney a quand même épuisé beaucoup d'histoires, même j'ai presque envie de dire toutes les histoires qu'il pouvait raconter. Le mythe d'Aladin, Hercule, Mulan, Tarzan, enfin, ce sont de grands noms dans l'histoire et même dans la culture populaire tout court.
Et DreamWorks prend le relais littéralement avec la Bible. Et c'est pas juste le genre biblique, c'est le drame, un film d'action-aventure, un film familial, romantique et romanesque. Quand on a l'épisode du buisson ardent, le film passe du drame à l'épique. On peut souligner quand même la misère de faire un show musical sur le moment où des milliers d'Égyptiens meurent et le final se précipite. Ah oui, 1h40, c'est très compliqué, hein, c'est même un gros point noir du film, c'est que tout va vite et je suis vachement déçu par rapport au play. Alors c'est super bien fait, mais ça s'enchaîne trop rapidement. On ne montre pas Moïse revenir 10 fois le voir pendant toutes ses plays. Moi je trouve que là il y a un ratage. Ce sont les scènes clés du film et c'est liquidé en 5 minutes. Alors c'est pas un remake pour le coup des versions de Cécile B2000, hein. C'est une réinterprétation du livre de l'Exode. Hein. C'est pas le remake d'une adaptation. Hein. Ne faites pas cette erreur. C'est comme si moi je disais que Alice au Pays des Merveilles de Burton c'était le remake de la version de 1915. C'est complètement ridicule. Mais alors à qui ça se destine ce truc? Parce que c'est quand même une histoire d'adulte. Hein. Mais je crois que c'est pas là la question. Ce n'est pas la question, est-ce que les enfants vont aimer? Mais c'est plutôt, est-ce que les adultes vont aimer? C'est pas vraiment pour les enfants ce film, je trouve. Ils ne comprendraient pas tout l'enjeu du film. Et la peur est plus chirurgicale, je trouve, dans ce film. L'ange de la mort, par exemple, est un moment assez perturbant. Et on montre la souffrance des esclaves. Disney ne va pas là. Il y a des scènes qui ont été créées quand même pour être assez effrayantes. Il y a des scènes où on fouette les esclaves et c'est... Voilà, moi je me permettrais pas de mettre ça devant mon tout petit. Un petit qui a déjà un peu plus vécu du film, oui, mais pas le prince d'Égypte. C'est pas parce que c'est de l'animation que c'est pour les petits. Hein. Y a cet accident, en plus, qui est assez violent. Et après, t'as Ramsès qui veut le protéger, le Moïse. Et c'est tellement touchant de voir ça. Pour lui, Moïse, c'est clairement son frère. Alors, bien sûr, Moïse, il a des tracas, hein. Mais Ramsès, il veut quand même l'aider. Je trouve cette scène formidable. Moïse n'est pas dépeint comme un fanatique. Hein. Je trouvais que la version de 1923 de Cécile B2000, il ressemblait un peu à un fanatique. Et bien sûr, ce Moïse-là n'est pas aussi monolithique que Heston. Il faut bien se dire que le Moïse de 1956 correspondait à son époque. L'homme blanc, droit, au regard sévère, fort et sage. Ici, ce Moïse est moins iconique, il est plus humain. Je remarque aussi que dans ce film, Dieu a un rôle mineur. L'histoire est orientée sur 2 hommes, 2 princes d'Égypte. Et un mensonge les a fait devenir frères, et la vérité va les déchirer, chacun suivant son destin. Ne vous inquiétez pas, ça je l'avais écrit. Je l'avais trouvé dans une critique, c'était très juste. Alors la scène qui suit la course de chars, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a Séti qui est vraiment pas content du tout, à l'égard de Ramsès, qui expliquera plus tard l'inflexibilité de l'héritier. Ramsès est prisonnier de son rang social comme Moïse l'est de sa mission. Le prince d'Égypte établit une distinction très importante entre les personnages et les enjeux, entre leurs sentiments et leurs devoirs. Et c'est ce qui crée le contraste, l'opposition et finalement l'intérêt pour le spectateur. Le film joue donc sur l'émotion, le dessin des expressions des personnages, étant lui aussi volontairement exagéré pour montrer bien la distinction et la tension intérieure des personnages. Le rapport, par exemple, des frères est très vite placé parce que c'est ce qui va ordonner tout le récit. Le film est beaucoup plus centré sur la relation entre Moïse et Ramsès, avec le père qui ne sait plus quoi penser de ces deux-là. J'aime beaucoup cette relation de frère. Quand je l'ai revu pour faire la critique, j'ai redécouvert, c'était formidable, parce que moi aussi j'ai un frère. Et nos rapports ne sont pas du tout comme ceux du film, hein, mais ça me touche, parce que je peux me projeter dans ce rapport-là. La relation est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus émotionnelle que la version de 1956. Dans celui de 56, le Ramsès, le Yulbringer, là, il était froid comme la pierre. Ici, il est beaucoup plus chaleureux, il est beaucoup plus humain. Et ceci va aussi se confirmer dans la version de Ridley Scott, Exodus. Je me rends compte que plus on avançait, plus les relations entre ces 2 personnages étaient émotionnelles. Et je trouve ça très très bien. Ramsès est très intéressant, on sent la déchirure entre le poids de sa dynastie et ce qu'il ressent envers son frère. Au lieu d'en faire des rivaux, le film développe une amitié complice, mais que les circonstances vont mettre à mal. Quand il revient voir Ramsès par exemple, il entre très facilement dans le palais alors que ce n'est qu'un berger. Et l'autre l'accueille tout de suite à bras ouverts. Mais c'est formidable cette séquence. Parce que c'est tellement différent le Ramsès. C'est dingue. Le lien entre les 2 frères est vraiment différent à chaque
adaptation de l'histoire. Mais je pense qu'il n'y a pas eu le traitement total des personnages, un full traitement des personnages, en quelque sorte. C'est un petit peu frustrant, tu te dis, ah, si ça avait poussé un tout petit peu plus. Mais c'est déjà vachement bien. Sur les 4 films des 10 commandements, c'est le traitement du Prince d'Égypte que je préfère. Pour les personnages, c'est franchement le Prince d'Égypte. Alors, je l'ai vu en VF, et il y a une VF très bizarre. Parce qu'il y a la voix de Val Kilmer et celle de Jim Carrey. Alors, il est amusant d'entendre la voix française de Val Kilmer dans Ramsès, alors que c'est Val Kilmer en VO qui fait Moïse. Alors c'est un pataquès, mais c'est super amusant. Alors c'est aussi Val Kilmer qui fait la voix de Dieu. C'est très bizarre. Et on a aussi la voix de Kevin Costner. Alors gros casting vocal aussi en France. C'est un peu similaire en fait au casting vocal dingue qu'ils avaient pu réunir pour Ghost in the Shell. La version bien sûr française de Ghost in the Shell. La plupart des acteurs en VO ont travaillé séparément. Ça c'est dingue parce que comme ça quand on regarde le film, on pense pas un seul instant qu'ils étaient pas dans la même pièce. Et bien ici, à cause de planning, les mecs ils ont tout enregistré à part. C'est à savoir parce que quand on écoute la VO, ça marche super bien. Mais jamais Val Kilmer et Ralph Fiennes n'étaient dans la même salle au même moment. Et je vais terminer avec un petit point, c'est l'humour. Et ici, et comme par hasard, j'apprécie beaucoup plus le film parce qu'il n'y a pas de sidekick saoulant. Oui! On a vaguement de prêtres, oui, mais c'est supportable, c'est supportable. Ils ne servent à rien, ils ont une chanson un peu osef, mais franchement, les mecs, bienvenue dans la cour des grands, ils font tout un truc, ouais, nous on est les meilleurs, et pour l'instant, leurs serpents, ils se font bouffer par celui de Moïse. Enfin, c'est un peu ridicule cette chanson. Ah là 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 là, mais bon, c'est franchement pas grave, ils sont pas là très souvent, ça marche plutôt bien. Le film joue sur un humour différent. Le producteur, Finkelman Cox, disait on a essayé. On a un mouton mignon et Ramsès a des chats. Voilà. Et tout le monde aime les chats. Ils n'ont pas imposé de l'humour, des personnages typiquement là pour faire rire la galerie et tout simplement pour faire baisser le degré de tension d'un récit. N'est-ce pas, Olaf? J'ai lu beaucoup de choses sur le contexte artistico-économique du film, mais vraiment un paquet. Et ce que je peux vous dire, c'est que les mecs, ils étaient ambitieux. Alors attention, on va avoir un gros moment flashback. On va revenir un peu sur le déclenchement de tout ce bazar. Et la personne à l'origine de ce film, eh bien c'est Jeffrey Katzenberg. C'est l'initiateur du projet. Un mec qui pendant 10 années a suivi les productions les plus connues du studio Disney. Et en partant, il décida de créer un nouvel empire de l'animation. Et avec Steven Spielberg, donc un réalisateur, et David Geffen, ou Giffen, je sais pas comment on le prononce exactement, qui est plutôt dans la musique, ils créèrent ensemble DreamWorks SKG en 1995, je crois bien. Ces 3 compères ont créé cette boîte, qui est maintenant une immense compagnie. Et notre gaillard s'est occupé de la division de l'animation. Alors Steven demanda à Jeffrey quel serait le critère pour un grand film d'animation, lui qui avait d'expérience quand même dans les années 90, le Katzenberg. Eh bien il lui répondit, une puissante allégorie qui peut être rattachée à notre époque. Des situations extraordinaires qui motivent des aventures émotionnelles incroyables, quelque chose de formidable à propos de l'esprit humain, le bien triomphant du mal, etc. Et Steven lui répondit, en gros tu veux faire les 10 commandements quoi. Jeffrey lui répondit, exactement. Et voilà, le Prince d'Égypte était le projet donc inaugural du studio, et donc le studio employa des artistes qui ont travaillé pour Disney, ainsi que des gens de Emblimation. Plein de gens qui sont arrivés, 350 personnes issues de 34 nations. Je trouve là, ils ont un peu faussé les chiffres à mon avis au niveau des nations. Mais en termes de personnel, oui, pour un film d'animation de cette envergure, il faut bien plusieurs centaines de personnes, 4 ans de travail bien entendu. Le studio a été fait en 1995 et le film sort en 1998. Donc à mon avis, il y a eu déjà un traitement des choses au niveau du scénario qui ont été préparées avant de commencer la réelle production. Bien sûr, c'est une production qui est gigantesque, avec beaucoup de décors, des enjeux importants au niveau de la poussière, de l'eau, des ombres aussi, une influence graphique du peintre impressionniste français Claude Monet, c'est revenu dans plusieurs critiques américaines, et aussi bien sûr un classique du cinéma,
Lawrence d'Arabie pour tout ce qui est décor poussiéreux, le désert comme on peut l'imaginer dans l'inconscient collectif. À ce que j'ai compris, ils ont fait un énorme storyboard qu'ils ont après mis dans Avid Media Composer, donc le logiciel de montage professionnel pour les films, pour tout monter et voir le film dans son déroulement avant que la production ne commence. Alors c'est une démarche qui est vachement étrange, c'est-à-dire monter du storyboard. Mais ça a permis de définir pas mal d'éléments au niveau du layout, donc de mémoire, ce sont les schémas d'animation avec des petites annotations. Et bien sûr de vérifier des choses par rapport à l'animation, pour bien voir ce qui se passe dans les séquences et travailler les transitions, bien entendu. Une équipe incroyable, pour une production formidable, avec un mec, alors je crois que c'est son vrai nom. Rien que le nom, il est vraiment étrange. Un mec qui s'appelle Darek. Non mais il faudrait presque que je fasse une recherche internet, mais le mec il s'appelle Darek Gogol. Je crois pas qu'on le prononce comme ça parce que ça fait vraiment con. Mais bon, cet homme, c'était quand même quelqu'un d'important parce qu'il dirigea toute la clique d'artistes, une dizaine d'artistes, pour chercher le visuel du film, quelque chose de symétrique, d'angulaire concernant les Égyptiens et de plus organique, de plus naturel chez les Hébreux et leur environnement. C'est assez incroyable d'avoir fait ce parti pris et ça se ressent quand même dans le film, hein, avec des personnages qui sont peints digitalement, ils ne sont plus peints à la main. Maintenant, on utilise des outils numériques. Ça n'empêche pas les animateurs de travailler comme on travaillerait avec les acteurs. Donc c'est aussi par rapport au Disney. C'est très différent dans le design des personnages, il y a un parti pris important qui est réussi, avec des corps qui sont extrêmement sensualisés, très sexy, il y a des moments très sexy, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais chez les femmes ça y va aussi, hein, oh là là. Ouais, il y a vraiment, on veut montrer l'attrait physique, le corps physique vraiment dans son potentiel érotique je trouve. Et bien sûr, il y a énormément de choses qui sont en 2D, parce que c'est un film 2D, mais il y a aussi des décors 3D. Alors on dit qu'il y a 25% du film qui contiendrait des éléments en 3 dimensions. Après on rentre un peu dans la conception du film, on se rend compte que DreamWorks a aussi travaillé sur de nouveaux logiciels pour faire des dessins animés. On disait souvent que c'était plutôt Pixar qui s'occupait de fournir des logiciels pour Disney, mais DreamWorks a aussi fait la démarche de elle-même se fournir en logiciel. Elle avait son propre programme pour coordonner tout en fait. Ils ont utilisé un logiciel pour faire de la 2D qui s'appelle Animo. Alors que les gens compétitifs tentaient de convertir les animateurs à de nouvelles manières de travailler par rapport à ce logiciel, à ce nouveau logiciel, eh bien Cambridge, responsable de ce logiciel, ont adapté les outils traditionnels à l'environnement numérique. C'est-à-dire on dessine, on scanne et la machine préserve le dessin à la main. Ça permet aussi des effets visuels un peu compliqués à mettre en place avec des techniques plus traditionnelles. Le multiplane, le flou, les rendus 3D, puisque le logiciel peut fonctionner avec d'autres logiciels 2D comme Photoshop, Elastic Reality, qu'est-ce qu'il y avait encore, Kelis et Eddy, et des logiciels en 3D alias Softimage, Houdini ou Renderman que nous avions déjà vu quand j'ai parlé, il me semble, de Mulan. Donc il y a aussi le logiciel de Pixar qui a été utilisé par DreamWorks. Le film mélange donc l'animation traditionnelle et l'imagerie par ordinateur avec des logiciels comme Toon Boom Animation ou Silicon Graphics. Tous ces outils numériques facilitent aussi les expériences un petit peu trop coûteuses avec les techniques traditionnelles, la synchro labiale, le recadrage, les effets de lumière. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, il y a des textes anglais très fournis qui rentraient assez dans les processus, mais sachez que ça a été un sacré défi. Il en résulte une animation sensationnelle entre technologie et tradition. Le film place des éléments qui vont être aussi des standards de demain en animation. Et les dessins animés de Disney, sortis après 1998, l'ont complètement confirmé. Et si je devais faire un tout petit parallèle, une petite comparaison, en termes d'animation avec Mulan, ce film est loin devant. J'ai vu Mulan en HD et j'ai vu après Le Prince d'Égypte dans le traitement des ombres, les mouvements, les décors, le multiplane. Le film de DreamWorks va très loin. C'est ultra travaillé, ça explose complètement Mulan. C'est assez horrible. Par contre,
Tarzan, réalisé un an après, est un défi bien plus osé. Ça c'est sûr, Tarzan a bien sûr un budget bien plus conséquent, là ça se sent. Mais alors comparé à Mulan, le prince d'Égypte est loin devant, vraiment. Alors maintenant je vais vous lire, je pense que vous savez ce que je vais lire, un petit morceau d'un article consacré au film rédigé par mon pote Roger. Mais oui, mais vous savez qui c'est, mon pote Roger? Roger Ebert. Un critique américain qui est malheureusement décédé, je crois, en 2013, mais qui était un grand critique américain, et qui a dit, dans cet article, donc c'est un article bien sûr rédigé en anglais, un des plus beaux dessins animés jamais créés. On sent l'humain derrière. C'est un film qui montre que l'animation a grandi, et qu'elle peut embrasser des thèmes complexes, au lieu de s'enchaîner à du divertissement pour les enfants. C'est ce qu'il avait dit Roger Ebert. Je te remercie Roger. Ici, avec ce film, c'est le triomphe de l'animation. Mais le triomphe! Mais c'est un truc de fou. L'opening, c'est 8 minutes d'épicness. On a le carton, une espèce de soleil. Et puis, la musique, elle commence avec des gros plans sur les mains et les esclaves, avec une espèce de chœur qui dit « La boue !» du sable et soulever la paille, et ça commence et c'est en plus c'est extrêmement bien traduit hein, avec une espèce de lyrisme. Je vais pas vous le chanter. Franchement, c'est là que c'est aussi la critique de la frustration, parce que je peux pas vous passer les extraits, je peux pas vous passer le chant. Mais à ce moment-là, il faut écouter le chant en même temps que ma critique. Non, mais c'est complètement... Franchement, j'ai les textes devant moi, j'aimerais bien les chanter, mais il fait beau dehors, alors je veux franchement pas me tenter. Mais c'est énorme. Franchement, les premiers couplets, ils sont formidables. Alors là, ça envoie du pâté, mais à fond et dès le début. Tu vois déjà les premières images, t'as des compositions super travaillées, un travail sur les poussières, sur le liquide, avec la musique, une envolée lyrique. C'est vraiment cet opening de 8 minutes doit convaincre absolument et réussit à mon avis. Il y a un travail de multiplane complètement dingue, presque à chaque plan. La quasi-totalité des plans de l'opening ont une profondeur de champ et on travaille cette profondeur de champ. C'est un truc de fou. Franchement, cet opening, c'est un truc de fou. On montre que, avec ces 8 minutes, on a le ton sérieux du dessin animé. Il s'ensuit d'autres séquences tout aussi folles, la séquence des hiéroglyphes. À travers les textures sur les murs, on a les rêves de Moïse, avec ce petit personnage qui court sur le mur. Il y a de ces idées, c'est formidable. Une utilisation d'un logiciel qui s'appelle Exposure Tool. Je ne sais pas si c'est le nom du logiciel précisément, mais il fait l'intégration entre la 2D et la 3D dans chaque scène. Par exemple, la scène de la course de chars. On a dit souvent que l'intégration était mal faite. C'est vrai qu'on fait un arrêt sur image, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre, parce que le décor manque de détails. Il est très dépouillé. Il est même, on pourrait dire, lisse, aux couleurs uniques. On voit que les décors en 3D manquent de détails, ça c'est sûr, mais on passe tellement vite devant, et il y a tellement de choses qui se passent dans les séquences, il y a beaucoup de plans, que finalement on ne s'en rend pas compte. Autant il y a des effets en 3D qui ne sont pas super réussis, il y en a d'autres qui sont vraiment très très forts. Hein. Je pense par exemple à la mer Rouge, avec avant, et ça c'est énorme, avant il y a la colonne de feu. Et pour faire la colonne de feu, ils ont fait appel au mec qui a travaillé sur Twister. Alors tu peux pas faire mieux en termes de colonne de feu avec le gars qui a travaillé sur les effets de Twister. Et la mer Rouge, donc là c'est une énorme séquence très importante. Il y a eu une dizaine d'artistes qui se sont concentrés dessus avec 16 animateurs, 2 programmateurs pour juste 7 petites minutes de film. Avec, alors ça je sais pas si c'est pour des effets de chiffres, parce que là je vous enchaîne les chiffres, mais il y a eu 318 000 heures de rendu, parce qu'à l'époque c'était pas des grosses bécanes, hein, avec des effets d'eau qui sont des mélanges entre 2D et 3D, comme la lave, la vague de lave que nous avions eue dans Aladdin. Je vous renvoie à mon analyse de séquence sur la fuite de la caverne aux merveilles. C'est un dessin animé qui est puissant. J'ai lu un truc qui est brillant, moi j'aime bien ces genres de critiques comme ça qui sortent du lot, sur une critique anglaise qui dirait que ce film serait méta, car il serait le témoignage de la libération du joug de l'hégémonie de Disney dans le secteur
de l'animation occidentale. Et dans un sens, le critique anglais, il n'a pas tort. À la fin des années 90, eh bien, il y a eu un sacré changement. L'animation est plus propre que jamais. Le numérique aide à ancrer les plans, à accentuer la fluidité. Et la 3D arrive. Et donc, c'est devenu une époque assez créative, très stimulante. Et on commence à voir d'autres productions sur nos sols qui ne soient pas forcément issues de Disney. Le meilleur comme le pire. Genre le pire Excalibur, l'épée magique de la Warner, qui paraît-il est très mauvais. Mais il y a aussi d'autres films comme Perfect Blue des Japonais qui commence à être médiatisé un petit peu dans nos contrées. Il y a eu aussi le film Les Razmoquettes, il y a eu Anastasia, voilà, avec toute cette concurrence. Ben, le public commençait à demander justement des films différents. Et Disney commençait à voir son empire et sa domination s'ébranler clairement. Mais il ne s'agit plus pour les compagnies de proposer des dessins animés qui se distinguent les uns des autres, mais des films live. Et là, on arrive à un autre niveau. Et c'est là, précisément, où Disney a vu sa protection se briser. Et c'est là, finalement, où elle a subi le plus d'échecs. À ce moment précis, à ce passage de la décennie. Mais l'animation a continué, dans toutes les compagnies, à repousser les limites et à chercher de nouveaux horizons à atteindre. Et les risques, malheureusement, ont également augmenté. Et ce film a été un gros risque. Le Prince d'Égypte est le premier film dans beaucoup de domaines dans l'animation. C'est le premier film d'animation de la maison DreamWorks, et c'est toujours très compliqué d'arriver avec une première œuvre et faire en sorte que cette première œuvre soit forte, mais c'est aussi le premier film d'animation développé entièrement sur la Bible. Il s'agit également d'une première œuvre animée d'envergure, confiée à une femme, au poste de réalisatrice chez DreamWorks, Brenda Chapman. C'est également le premier film d'animation qui utilise des stars d'Hollywood pour tous les rôles, même les rôles mineurs, un truc de fou. Premier film d'animation qui mélange la 2D et la 3D pour quelque chose de réaliste et pas seulement quelques secondes dans le film. C'est le premier film d'animation qui vient se poser en tant que challenger économique des productions de Disney sur le marché. Et c'est le premier film d'animation qui eut des projections exclusives auprès d'organisations dont le Vatican pour avoir leur approbation. Alors ce n'est pas le premier film à parler de cet épisode de la Bible, je vous le rappelle, le grand film de 1952, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Ce n'est pas le premier film à parler de cet épisode de la Bible. Je vous le rappelle, le grand film de 1956 de Cecil B. DeMille, Les 10 Commandements, l'a déjà fait. Mais que peut apporter ce film d'animation par rapport au film de 2000? Le rapport des frères, qui est beaucoup plus chaleureux. De nouvelles images aussi sur l'ouverture de la mer Rouge, tout simplement, ou les scènes des plaies et la fuite du peuple hébreu qui sont magnifiques. Le film n'est pas, à proprement parler, biblique, mais il tentera de restituer l'essence et les valeurs de l'Exode. Bon, on est très loin du manifeste politique de 2000, et on est aussi très loin de la croyance et de la ferveur biblique. Donc c'est un espèce d'entre-deux et très étrange. Mais ce n'est pas facile de se démarquer d'un film ou d'une compagnie ou comme Disney qui a le contrôle sur l'animation, comme le film de Cecil B. DeMille a le contrôle sur tous les autres films qui vont être faits après. Parce que celui de 56 a été tellement monumental que aujourd'hui, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur la presse sur Exodus, on le comparait à celui de 56. De 56! C'est quand même un truc de fou. Donc le film de 2000 a une puissance, a une aura qui a encore un fort impact aujourd'hui sur les Américains. Le film doit se battre contre deux dieux en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais les producteurs étaient lucides. Ils disaient que ce n'est pas important qu'il rapporte. Le plus important, c'est qu'il soit bien fait. Parce que ce n'est pas un remake des 10 commandements. Mais il y a des visuels que nous retrouvons. Par exemple, un des premiers plans dans le film d'animation fait directement référence au plan du début dans la version de 1956, avec tous ces esclaves qui tirent la statue. Mais pour revenir à cette notion dont parlent les producteurs du film, je pense qu'ils voulaient d'abord montrer à toutes les autres compagnies qu'ils n'étaient pas là pour déconner. Que leur film était la première pierre d'un édifice qui allait être très bien fait, très bien réalisé. Et
c'est le cas. Le film est très bien réalisé en termes de mise en scène tout court. Il y a une lecture d'une image très claire, des plans symboliques. Il y a un plan où on voit le visage des deux héros qui se partagent le plan dans une espèce de jeu d'ombre très habile. Il y a une reprise, une citation de Disney même, ce n'est pas la seule, mais il y a une citation de Disney assez belle. La reprise de La Nuit sur le Mont Chauve, quand il y a bien sûr cette plaie de l'ange de la mort. Il y a des scènes très très impressionnantes. Les plaies sont montrées de façon ultra spectaculaire. C'est très court, mais c'est très très spectaculaire. Il y a la tornade de feu. Au cinéma, ces séquences devaient être très très fortes, avec la séparation des eaux. À côté, celle de Exodus, c'est du pipi de chat, hein, je peux vous assurer. Franchement, celle d'Exodus, c'est un peu de la merde. On annonçait un film destiné à un public ayant une certaine maturité, un film Peggy. Le film comporte quand même des passages, des images violentes, plus violentes que la normale, correspondant au positionnement marketing de DreamWorks. C'est pas pour les petits, donc comment on fait pour promouvoir le film? Et là, on peut bien comprendre que le marketing agonisait. Comment en faire la promotion? Parce qu'avec le Roi Lion, c'était facile. Ils pouvaient tout faire. Ils pouvaient mettre des papiers toilettes Pumba, par exemple. Mais là, eh bien, le merchandising a été limité à quelques figurines et quelques livres. Et c'est tout. Et comment tu veux même faire la promotion pure du film avec quelques bandes annonces? Mais tu peux pas... C'est la Bible quand même, tu peux pas marchandiser la Bible, c'est pas possible. Donc voilà, ça a posé des petits problèmes. Et pendant la promotion, alors ça, le coup de pute qui montre bien que voilà, Disney, ils avaient senti le vent tourner, c'est que ces connards, ils ont tenté de contrecarrer la promotion de ce film en mettant en avant la prochaine production de Pixar qui allait être distribuée, Mille et une pattes. Le film devait aussi placer la première pièce de l'échiquier de la compagnie, avec par la suite Ants, donc Fourmise, Eldorado, Chicken Run ou encore Shrek, pour affronter les films Mille et une pattes et Cusco. Et aussi Dinosaure, qui faisait énormément peur aux producteurs de DreamWorks. Ils s'attendaient à un truc monumental de 200 millions de dollars, un truc expérimental extrêmement ambitieux. C'est ce qu'on entendait dans les interviews de l'époque. Les mecs, il y avait des bruits de couloir, comme on dit. Et dans ces bruits de couloir, on annonçait un film monumental, Dinosaure. Bon, au final, c'était pas si monumental que ça, mais c'était pas mal. Mais voilà, eux, ils en avaient beaucoup peur. Donc, eux, ils essayaient de positionner leurs pièces. Voilà. Et c'était super amusant de voir ça, comment, à l'époque, ils opéraient des stratégies pour contrecarrer les sorties et en tout cas mettre en avant un peu plus leurs films à eux. Le comparant aux productions de Disney, Jérôme Larcher du Cahier du cinéma en a dit quelques mots. On retrouve les mêmes stéréotypes, une idée du monde aussi simpliste que chez le concurrent. Pas de quoi crier au génie ou vanter la nouveauté. Voilà, je crois qu'il est aussi important qu'on ne se voile pas la face, que c'est pas la grande nouveauté et la grande originalité qu'on attendait, que ça reste aussi un produit standardisé, parce que Katzenberg vient quand même de Disney. Tous les ressorts dramatiques et narratifs venaient souvent de scénaristes qui ont travaillé chez Disney. Bien sûr, il y a des reprises, des formules du studio. L'exemple le plus probant, c'est la comédie musicale. Ce film, c'est aussi de la comédie musicale, à l'heure où Disney, lui, livre son dernier film musical, avec Mulan, où les personnages chantent. Parce que je vous rappelle, après Tarzan ou l'Atlantis ou Cusco, ils ne chantent plus les gens, ce sont des clips, ils deviennent des clips. Voilà, donc il y a une inversion, il y a un changement avec une musique comme par hasard. Alors, je crois que pas me tromper, mais c'est Hans Zimmer, et toujours dans les bons coups celui-là. Oui, j'en avais déjà parlé de Hans Zimmer. Bonne musique, ça marche très bien. Il avait déjà beaucoup d'expérience, il avait déjà travaillé chez Disney. Je vous rappelle, Le Roi Lion, c'est Hans Zimmer qui en a fait la musique. Et il y a aussi Stephen Schwartz, si je me souviens bien, à qui on doit les paroles des chansons de Pocahontas. Disney bien entendu, qui s'est occupé ici de très très belles musiques, de très très belles chansons, 8 chansons. Le film ne se prêtait pas forcément à la chanson, mais bon, ils ont essayé de faire quelque chose. Il y a des morceaux qui sont super bien, même si je n'aime pas la scène et la chanson qui est Libère mon peuple ou un truc comme ça, donc où il y a les plaies d'Égypte. C'est une chanson qui réussit, de même que Délivre-nous, c'est très très puissant. Elle est, j'allais dire, trop empreinte de spiritualité, ça dépend, mais des fois c'est le cas, et c'est un
petit peu gênant. Après, il y a une traduction française qui est des fois excellente et d'autres fois, c'est de la merde. Mais vraiment, il y a une chanson où il est près d'un feu et c'est un espèce de bon vieux père qui est en train de narrer un truc. C'est tout pourri en français. C'est là où il vaut mieux regarder en VO. Mais oui, il y a 2-3 trucs en français qui sont vraiment pourris. Le film commence par la chanson Délivre-nous. C'est le premier message envoyé par DreamWorks à Disney, hein, c'est quand même fort. Mais il y a un truc qui nous a fait toujours marrer avec mon frère, c'est le Délivre-nous de la fin, où t'as une espèce de cantatrice, non pas de cantatrice, mais de femme qui dit Délivre-nous. En fait, mais ça sonne tellement faux. Moi, je trouvais que ça sonne tellement faux. Et à la fin du film, mais on a encore le délivre. Oh putain, mais nous, on s'est trop marré avec mon frère. Ça sonne tellement con. Là, ça ridiculise en fait la chanson qui est formidable, je trouve. Alors là, je trouve que c'est très mal placé. Ils auraient dû faire un chœur, un truc beaucoup plus classique en fait. Un bon chœur bien puissant. Et là, c'est une espèce de femme. Là. Oh là là, je la fais très mal la femme qui chante. Il y a aussi, comme on dit, des critiques qui ont été très négatives sur l'aspect des esclaves chantants. Quand même, des esclaves qui chantent, c'est un peu chaud. Voilà, mais bien sûr, ce sont des chansons qui permettent de faire avancer le récit à pas de géant, qui permettent de caractériser les personnages, bien sûr. Alors que, bien sûr, dans celui avec Eston, on a de longues scènes de dialogue qui caractérisent les personnages. Il y a des personnages à l'épaisseur plus fine et d'autres qui ne sont plus présents. Donc, le numéro chanté permet l'ellipse. Et c'est finalement une bonne chose, dans l'optique d'une comédie musicale. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. Mais on a aussi des numéros chantés mais en clip, pas chantés par le personnage à l'écran. C'est un film avec des compromis, pour faire descendre sa durée à 1h40. Parce que je pense que c'est très coûteux de faire un film de ce type-là, de plus de 2 heures en animation. Et franchement, le Délivre-nous à la fin, ça m'a achevé. Surtout qu'on l'attend pas en fait. Il y a une reprise du thème principal, et on a les chœurs qui commencent à monter, et tout d'un coup, t'as la femme qui revient à la charge. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça reste, pour conclure, un film avec une identité visuelle très forte. Mais ce serait peut-être plus une illustration qu'une adaptation de la Bible. Alors, quelle note je pourrais lui mettre à ce film? Moi, je me pose des questions. Je pense que je lui mettrai un 14 sur 20. Et je pense aussi que je vais faire intervenir un homme que j'aime beaucoup. Vous savez qui c'est mon pote Roger. Oui, qui revient un peu à la charge avec une nouvelle citation. Plus je vois de films, plus je suis clément pour les nouveaux films qui doivent créer de nouvelles images pour sidérer le public. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que plus je regarde de films, par exemple sur une thématique en particulier, et plus je suis clément. Et même, généralement, quand vous m'écoutez en critique, je suis plutôt clément. Je peux pousser des coups de gueule, mais j'évite de le faire sur des films en vidéo, parce que après ça reste du bashing, des fois un peu gratuit pour se déchaîner, alors qu'il y a 1 ou 2 points juste qui nous énervent, mais finalement, la vidéo entière est un gros bashing, et après ça arrive des fois qu'on fait du bashing parce qu'on sort de salle, on réagit sur le coup de l'émotion. Or moi, c'est pas vraiment le but de ma chaîne. J'arrive à être assez clément avec les films parce que j'en ai vu beaucoup d'autres, que je sais que c'est pas facile de rénover, surtout aujourd'hui, mais ce film a quand même des points très très positifs et il est bien ancré, je trouve, dans son temps de l'animation, dans cette cassure et dans cette transition de siècles et de décennies, avec des choses qui sont très impressionnantes, qui mettent à mal les productions dessins de Disney, les plans de foule, les effets spéciaux. Ce n'est pas un film timide sur l'entertainment, ah ça c'est sûr. Le film a cette prétention, peut-être un peu mal placée par rapport au carton du début, de capturer la vraie essence de la Bible. Sauf que dans la pratique, le film capture plus l'essence de Disney. Alors c'est, comme je vous le disais, il doit faire face au film de 56 et il doit aussi faire face au studio Disney. Et c'est bien normal, une grande partie des gens travaillant dessus ont travaillé chez Disney. Alors c'est très compliqué, mais franchement, quand on a été conditionné par Disney, et quand on voit cet autre coq dans la basse-cour, eh bien on est obligé de venir auprès de lui pour l'admirer. Mais c'est vraiment ça. Franchement, c'est l'impression que j'ai eue. Voilà, moi j'étais beaucoup, pendant 2 ans et demi, là, en train de faire du Disney,
Et tout d'un coup, je vois un autre truc qui arrive. Ça m'a pris cet été. Oh, j'ai envie de faire les 10 commandements. Alors, quand j'ai revu Les Princes d'Égypte, je me suis dit, ah ouais, quand même, la gueule. Voilà, et j'avais envie d'écrire cette critique. J'ai découvert plein de choses, parce que moi, mis à part mon regard de spectateur, eh bien, j'en savais pas grand-chose du film. Et là, j'ai découvert le film. Vraiment, j'ai découvert. Et le voyage était formidable. Donc j'espère que je vous ai fait aussi découvrir des choses sur ce film. Je pense que vous connaissez tous ce film. Je vous invite vraiment à le regarder. Mais voilà, je voulais rentrer dans la création de ce film. Et peut-être que vous aussi, vous serez aussi peut-être plus clément avec voilà, quelques œuvres de DreamWorks. Je trouve que c'est une compagnie qui est un petit peu bâché, quand on parlait de bashing justement, qui est un petit peu malmené, un peu gratuitement je trouve, et c'est pour ça que moi j'aurais tendance peut-être sur cette chaîne à privilégier les films de DreamWorks que les films de Pixar. Je vous le préviens, si vous voulez des affaires de camp et tout ça à choisir, moi je suis pour DC et je suis pour DreamWorks, comme ça c'est dit. Voilà, bon, sans être les espèces de aficionados complètement hérétiques et qui regardent pas du tout ce que fait l'autre camp et des conneries comme ça. Je regarde tout, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un peu vos retours là, j'ai dit plein de choses, la vidéo elle est longue, j'espère que vous aurez tout vu, s'il y a des trucs qui vous intéressent ou qui vous interpellent ou sur lesquels vous avez envie de discuter, n'hésitez pas. Quant à moi, eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup de votre soutien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!